Bonjour à tous, et je salue aussi les personnes qui se trouvent dans d'autres amphithéâtres. Et je vous prie d'excuser ma voix nasillarde qui est un petit peu de saison. Aujourd'hui, je vais donc présenter le cours qui sera consacré au pouvoir exécutif. Ce cours consacré au pouvoir exécutif, nous avons commencé l'an dernier en explorer certaines données historiques, et maintenant nous reprendrons ces données historiques de façon plus organisée, et bien sûr nous l'orienterons vers une réflexion sur le problème du pouvoir exécutif aujourd'hui. Et ce travail représente en quelque sorte la quatrième partie de ma recherche générale sur les mutations de la démocratie contemporaine, et donc c'est le quatrième livre qui sortira du cours de cette année. Réfléchir sur le pouvoir exécutif, comme réfléchir sur la démocratie en général, c'est toujours partir de ce fait qu'il ne faut pas oublier, qui est le désenchantement démocratique contemporain. Désenchantement qui n'a pas besoin d'être documenté. Son évidence se traduit quotidiennement par l'expression d'une défiance toujours plus vive des citoyens que les sondages soulignent de façon répétitive et périodiquement dans les urnes, avec le double phénomène de la montée de l'abstention et de la poussée des forces antisystème ou populistes. Les élus semblent, par exemple, plus que jamais coupés de la société, tandis que la possibilité des citoyens de peser concrètement sur le cours des choses paraît bien faible, alors même que le peuple reste célébré comme le maître. Ceci est vrai, mais on n'aurait pas de mal à montrer qu'un grand nombre de ces pesanteurs et de ces trahisons même ont toujours fait partie, depuis 2 siècles, des réalités de la vie démocratique. Celles-ci se sont en effet continuellement ordonnées autour de ce que j'ai appelé de grandes antinomies structurantes concernant les questions des formes de la représentation, du rôle de l'élection, des différents registres de temporalité. Ces antinomies ont dessiné le champ de confrontation permanente sur le sens de la démocratie et sur les façons de surmonter son inachèvement. Elles renvoient toutes à la démocratie comme régime, c'est-à-dire comme forme d'organisation des pouvoirs, à l'âge de la souveraineté du peuple, le rapport représenté-représentant ayant historiquement constitué son cœur. Mais la démocratie est aussi pratiquement gouvernement, c'est-à-dire gestion immédiate de la chose publique, instance de décision et de commandement. Or, il s'agit là d'une question qui a longtemps été négligée ou occultée dans la réflexion politique. Elle était en effet considérée comme relativement secondaire dans ce que j'appellerais la première forme historique du régime démocratique, le modèle parlementaire représentatif. Le but de ce cours est de retracer l'histoire de cette occultation et de mieux comprendre sur cette base les moteurs et les conséquences du récent basculement des démocraties dans une nouvelle forme, celle que j'appellerais le modèle présidentiel gouvernant. Dans celui-ci, c'est le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, qui concentre l'essentiel des pouvoirs, alors que c'était précédemment le législatif qui était le cœur des institutions. En témoigne négativement le fait que c'est des constats de mal-gouvernement que s'identifient maintenant de plus en plus sensiblement les dysfonctionnements de la démocratie, alors que c'était le sentiment de mal-représentation qui polarisait auparavant les récriminations. C'est par exemple dans ces termes qu'il faut comprendre les reproches contemporains de voir des décisions prises sans consultation, des personnalités ne pas assumer leurs responsabilités ou un fonctionnement administratif resté opaque. Et c'est, en conséquence, la figure d'un bon gouvernement qu'il faut aujourd'hui penser et dessiner pour donner un horizon au progrès démocratique. Je fais tout de suite une remarque sémantique, c'est que le terme de gouvernement tel qu'il était employé au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle n'a plus du tout le sens qu'il avait aujourd'hui. En effet, au XVIIIe siècle, le terme de gouvernement était équivalent à celui de régime. Et quand on parlait de gouvernement représentatif, ça n'était pas du tout l'idée d'exécutif qui était en cause, mais c'était le régime représentatif en général.
Donc, quand on lit les ouvrages classiques sur le gouvernement représentatif au XIXe siècle, il faut lire le terme de gouvernement dans le sens qu'il avait à l'époque et non pas du tout dans celui qu'on lui donne aujourd'hui. Partons donc de ce fait qui est la présidentialisation des démocraties. Ce mouvement a marqué depuis une trentaine d'années une rupture majeure dans la nature des formes des démocraties. Il est immédiatement lisible, puisque c'est l'élection par le suffrage populaire de la tête de l'exécutif qui le définit de la façon la plus simple et la plus évidente. L'actualité politique aux quatre coins de la planète nous rappelle en permanence ce fait, ainsi que la centralité de son rôle dans la vie des peuples. Mais cette rupture n'a en même temps pas été appréhendée dans toute son ampleur. Différentes raisons l'expliquent. Dans les nouvelles démocraties, et elles sont les plus nombreuses, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans les pays issus du bloc communiste ou dans le monde arabe, la procédure s'est imposée, pourrait-on dire, naturellement, comme une conséquence jugée logique de la sortie des régimes despotiques et de la reconnaissance de la souveraineté populaire, comme une procédure dont le bien-fondé n'avait pas besoin d'être argumenté. Là même où subsistent de fortes adhérences illibérales, mentionnons la Russie ou la Turquie pour faire image, nul ne songerait à remettre en cause ce principe, tant cette élection s'est imposée dans les têtes comme la procédure incarnant au mieux l'idéal démocratique. L'élection présidentielle s'identifie dans ces nouvelles démocraties au fait même du suffrage universel. Mais sur les terres de plus anciennes démocraties, la rupture n'a pas vraiment été considérée, mais pour d'autres raisons. Aux États-Unis, parce que la présidence a été installée par la Constitution de 1787 et que même si elle comporte toujours formellement 2 degrés, l'élection du chef de l'exécutif équivaut depuis près d'un siècle à une élection populaire avec la mise en place des systèmes de primaires dans les différents États. Et le principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le système américain et lui donne sa spécificité limite cependant la prépondérance de l'institution. Il y a aussi chez les Américains le sentiment d'une mutation du régime qui paraît moins fort que celui d'une évolution continue dans laquelle les événements, on peut penser au rôle joué par le New Deal ou à ceux du 11 septembre, jouent un rôle directeur pour accroître la sphère de l'action présidentielle. Et aujourd'hui, on le voit, les impératifs de la lutte antiterroriste allant dans ce cas jusqu'à faire accepter au pays le glissement vers des formes d'état d'exception qui consacrent une illimitation de l'exécutif sous les espèces de pratiques secrètes. En Europe, le suffrage universel a été presque partout conquis il y a plus d'un siècle. Il a alors été lié à la mise en place d'assemblées représentatives. Et sauf la République de 1848 en France et celle de Weimar en Allemagne, il n'a pas été utilisé dans un premier temps de son usage pour élire la tête de l'exécutif. Le propre de la grande majorité des pays européens est d'en être resté constitutionnellement à ce premier âge de la vie démocratique, pour différentes raisons. D'abord parce que les monarchies constitutionnelles y ont accompagné dans la continuité l'essor de la démocratie dans de nombreux pays. C'est le cas de la Grande-Bretagne, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, du Danemark, de la Suède et de la Norvège. L'Europe fait figure, à cet égard, de véritables conservatoires des institutions de la démocratie libérale telles qu'elles sont apparues au XIXe siècle. Dans ces monarchies, il n'a jamais été question, et il ne saurait l'être, d'élire au suffrage universel le Premier ministre, tête de l'exécutif. Ce serait en effet ruiner en son principe la prééminence dévolue et reconnue à la couronne. C'est donc toujours en tant que leader du parti ou de la coalition ayant remporté les élections et donc conquis la majorité parlementaire qu'il est nommé à cette position. En Europe, il y a aussi le cas des pays rescapés du nazisme et du fascisme, l'Allemagne et l'Italie. Ils sont dotés d'un président de la République, mais celui-ci est élu par le Parlement et n'a qu'une fonction représentative, tandis que le Premier ministre est nommé par ce président en fonction de la majorité dégagée par l'élection des représentants. L'Allemagne avait fait, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, après 1919, l'expérience d'une élection populaire du président du Reich, qui s'était soldée par l'accession au pouvoir d'Hitler, et en Italie, Mussolini avait établi en 1925 une dictature. Le souvenir de cette histoire tragique de l'entre-deux-guerres dans ces deux pays
a conduit à faire adopter, après 1945, les institutions actuelles. Dans le cas des pays du sud de l'Europe, l'Espagne, la Grèce et le Portugal, tardivement sortis de la dictature dans les années 70, a aussi été adoptée une vision que l'on pourrait qualifier de prudentielle du retour à la démocratie. L'Espagne par le rétablissement de la monarchie, la Grèce avec l'adoption d'un régime parlementaire très traditionnel dans lequel le président est élu par le Parlement sans être la tête de l'exécutif. Le Portugal seul a fait exception en mettant en place un président élu au suffrage universel, mais qui occupe une position originale, qui est façonnée par l'importance qui a été accordée historiquement dans ce pays depuis le XIXe siècle et encore aujourd'hui par l'ancienne conception libérale du pouvoir modérateur. Et je pense que le Portugal est le seul pays du monde dans lequel on a vu, dans les années 70, après la révolution des œillets, des généraux discuter de Benjamin Constant. Si les textes s'inspirent de cette vision du pouvoir modérateur au Portugal, ce président, en fait, est un président qui occupe une position très originale, car c'est la pratique qui a donné à ce président une position particulière à partir de 1976, à la fois relativement effacée en période ordinaire et beaucoup plus active en cas de crise, sa relation avec le gouvernement étant régulée par un usage circonstancié d'une légitimité qui est indissociablement morale autant qu'électorale. De ces trois façons, l'Europe de l'Ouest semble être restée à l'égard du mouvement de présidentialisation qui a marqué le monde depuis 30 ans, à l'exception évidemment majeure de la France, qui a donné au présidentialisme sa forme moderne avec l'initiative gaulliste de 1962. Celle-ci en effet fournit une forme universalisable à une présidentialisation dont l'Amérique avait incarné une modalité constitutionnelle héritée du passé qui, elle, était non reproductible. Alors largement adoptée par un référendum, mais longtemps restée suspecte aux yeux des élites du pays, la précision de la démocratie, la présidentialisation de la démocratie en France est restée marquée par une mise en constitution aux potentialités jugées liberticides, suspicion entretenue par la mémoire d'un césarisme français qui était rejeté pour son illibéralisme, mais sans que soit pensé le type de perversité qu'il avait lié aux yeux du peuple à un accomplissement de l'idéal démocratique. Du même coup, c'est en tant que figure incontournable et problématique, je consacrerai tout un séminaire à cette notion incontournable mais problématique, que cette présidentialisation s'est développée en France et a été appréhendée souvent comme une maladie nationale dont il faudrait apprendre à se guérir et non pas comme la première ébauche d'une nouvelle forme démocratique. Mais au-delà de toutes ces différences, qui sont héritées de l'histoire pour l'essentiel, il faut bien prendre en compte la mesure du fait que le phénomène de présidentialisation des démocraties n'est que la conséquence d'une évolution politique plus profonde, la montée en puissance du pouvoir exécutif. C'est là que réside le fait générateur de la présidentialisation. Le pouvoir, si on en parle au singulier, est désormais le pouvoir exécutif. Directement et continuellement actif, tout entier défini par les décisions qu'il prend au quotidien, s'exprimant en permanence sur ses intentions et s'attachant de même à justifier ses actions, ce pouvoir est celui dont les citoyens attendent qu'il gère positivement les conditions de leurs activités et de leur vie personnelle. Ils exigent donc simultanément qu'il fasse preuve d'une volonté efficace et qu'il réponde de ses actes. D'où la tendance à la polarisation et à la personnalisation du pouvoir exécutif. Si la présidentialisation, que l'on pourrait dire formelle, celle qui se traduit par l'élection populaire du chef de l'exécutif, n'a pas été adoptée partout, le phénomène de polarisation-personnalisation lié à la domination de l'exécutif est, lui, universel. Et la science politique a pu parler en conséquence d'élections masquées pour qualifier le mode de désignation des premiers ministres en Europe, à partir de travaux qui sont développés dès les années 70. Il y a donc bien une mutation générale des démocraties qui s'est opérée. Pour l'exprimer adéquatement, il est nécessaire de considérer les organes de gouvernement au-delà de la seule institution présidentielle, même si celle-ci en constitue le pivot dans la grande majorité des pays.
Ces organes gouvernants sont le cœur actif de la nouvelle forme présidentielle gouvernante de la démocratie. Et le terme de pouvoir exécutif, bien que toujours propre constitutionnellement, ne correspond plus vraiment au nouveau statut de ces organes, avec la connotation de passivité mécanique qu'a le terme d'exécution et qu'il a eu historiquement en tout cas. Le pouvoir législatif lui-même, nous allons le souligner dans un moment, est par ailleurs lui-même devenu de fait subordonné à la fonction gouvernante dont il est devenu une sorte d'auxiliaire. Il faut donc concevoir comme un tout articulé ces organes de gouvernement. Mais nous sommes aujourd'hui tellement immergés dans l'évidence de la suprématie de cette fonction gouvernante que l'énoncé d'un constat de basculement ne retient guère l'attention. Mais si on le regarde avec un regard d'historien, force est de constater qu'il s'agit d'un renversement complet de perspective par rapport à la vision fondatrice des démocraties modernes, telle qu'elle s'était notamment exprimée dans les révolutions américaines et françaises. Et l'hypothèse qui sous-tend le cours que je vais développer cette année est que, faute d'avoir clairement analysé ce changement de paradigme, nous peinons à appréhender les véritables racines du désenchantement contemporain et donc à déterminer les conditions d'un nouveau progrès démocratique. Repartons du modèle parlementaire représentatif, le modèle historique des démocraties. C'est à le définir que se sont attachés les pères fondateurs des premières constitutions, américaines et françaises. Il a été édifié sur deux principes, le règne de la loi et l'avènement du peuple législateur. Le règne de la loi, car celle-ci était comprise comme le vecteur d'un pouvoir en son essence non dominateur, le pouvoir de la règle impersonnelle. L'impersonnalité était ainsi considérée en ces moments fondateurs comme la première des qualités politiques, indissociablement libérale et démocratique. Un pouvoir ne pouvait être bon qu'à la condition d'être l'expression de cette impersonnalité. Je reviendrai la semaine prochaine sur cette question. C'est avec cette qualité que se marquait d'abord pour les esprits de la fin du XVIIIe siècle la rupture avec l'absolutisme, identifié, lui, au pouvoir d'un seul, structurellement arbitraire. Avènement d'un peuple législateur, de l'autre côté, car le peuple était désormais reconnu comme la source génératrice de tous les pouvoirs, même si c'était avec des termes ambigus que l'on reconnaissait cette force génératrice. On disait ainsi en Amérique « fountain of power » et en France « souverain ». La loi pouvait, à cette condition, être considérée comme l'expression de la volonté générale, selon la fameuse formule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fameusement commentée aussi par Karel Malberg. Cette déclaration précisant que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. Le pouvoir central était donc le pouvoir législatif, tandis que le pouvoir exécutif était considéré comme secondaire, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, tant du fait de cette primauté que de celui de la limitation de la sphère de l'action publique à l'époque. La détermination des conditions d'organisation du pouvoir législatif va constituer en conséquence la question centrale du débat sur l'institution de la démocratie au XVIIIe et XIXe siècle. Et c'est la nature du lien représentatif qui en est le cœur. Dans ce contexte, la recherche d'un approfondissement démocratique s'était organisée autour de trois grands massifs. Premier massif, celui de la démocratisation de l'élection, en réduisant par exemple le poids des appareils partidaires sur les termes des choix des citoyens. Dans la France de 1848 ou du Second Empire, ce sera la lutte permanente des groupes ouvriers, par exemple, pour refuser la domination des avocats et des journalistes sur les comités électoraux. Au tournant du XIXe siècle en Amérique, ce sera la campagne finalement victorieuse des progressistes pour imposer le système des primaires et faire reculer le poids des fameux bosses qui tiraient les ficelles de la politique auparavant. Ce seront aussi les batailles, elles beaucoup moins couronnées de succès, pour limiter le cumul et la durée des mandats. Mais pour ceux qui s'intéressent à la vie politique américaine,
la question des term limits reste une question absolument essentielle du débat démocratique. Au XIXe siècle sera également souvent évoquée l'instauration des mandats impératifs, formellement incompatibles avec un régime parlementaire. Ce sera l'objet des premiers grands débats de septembre 1789 de la Constituante. L'idée des mandats impératifs allait indirectement, cependant, faire son chemin avec la rédaction des programmes ou de plateformes qui, sans avoir de valeur juridique, impliqueront cependant la reconnaissance d'un certain lien de dépendance des élus vis-à-vis des électeurs. Si l'on se reporte à tous les grands congrès ouvriers de la fin du XIXe siècle en Amérique et en Europe, il y a eu une pression permanente pour faire inscrire dans les programmes cette notion de mandat impératif, jusqu'à concevoir même que l'on puisse les concevoir comme des mandats civils, de telle sorte que des procès puissent être intentés à des personnalités politiques pour ne pas avoir respecté leur mandat. Dans une deuxième direction, il y a eu les voies de la recherche d'une amélioration du caractère représentatif des élus. Après la démocratisation de l'élection, c'est la démocratisation de la représentation. En termes de représentation des groupes sociaux, ce sera la raison d'être de la formation des partis socialistes. Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, le Parti travailliste a d'abord été le parti de représentation du monde syndical. Je rappelle aussi que le terme de représentation spéciale des prolétaires a été extrêmement important tant dans la France du début de la monarchie de Juillet que dans l'Angleterre des années 1840. Ensuite, c'est l'idée de représentation proportionnelle qui mobilisera les énergies au milieu du XIXe siècle pour améliorer, selon la formule célèbre de John Stuart Mill, la fonction expressive de la Chambre des communes. Là, en Grande-Bretagne, où le mouvement a d'abord été théorisé et a fait l'objet des campagnes politiques les plus intenses, même s'il faut souligner que la notion de représentation proportionnelle que nous comprenons aujourd'hui au sens d'une représentation proportionnelle des opinions était au XIXe siècle indissociable d'une vision de la représentation sociale. Pour John Stuart Mill, par exemple, la représentation proportionnelle met en jeu la représentation des classes et pas simplement la représentation des opinions. Il y aura un troisième volet, pourrait-on dire, un troisième massif de la réflexion sur la démocratisation du gouvernement représentatif. Ce sera l'introduction des procédures référendaires. Et un grand débat s'instaurera dans l'Europe des dernières décennies du XIXe siècle, même si la question est présente dès la Révolution française, autour du thème de la législation directe par le peuple. Et j'insiste sur cette distinction entre la revendication de législation directe par le peuple et celle de gouvernement direct. L'expression de gouvernement direct s'est trouvée exprimée, utilisée en France dans les années 1849, 50 et 51, mais elle n'a jamais été utilisée ni en Grande-Bretagne, ni en Allemagne, où c'est le terme de législation directe qui était central, renvoyant justement à l'idée de la démocratie comme le peuple législateur en fonction. Et vers la fin du XIXe siècle, les progressistes américains, les socialistes allemands et français, même les héritiers du bonapartisme, se feront les champions de ce thème de la législation directe par le peuple, le référendum n'étant qu'une modalité ou une variation de ce thème beaucoup plus générique. Et en Grande-Bretagne, même des voix conservatrices se joindront à ce chœur, pensant que dans certaines circonstances, le fait d'accorder au peuple un droit de veto pouvait constituer une soupape de sûreté, voire sur ce point tous les travaux qui ont été les plus célèbres en Grande-Bretagne à l'époque de Dicey qui retrouvait les idées des socialistes sur ce point. Ces trois champs de vision du progrès démocratique ont été inscrits dans la perspective parlementaire représentative. Ils avaient déjà, pour certains d'entre eux, été esquissés du temps de la Révolution française. Je rappelle que les diatribes contre l'aristocratie représentative sont les premières formes de protestation populaire que l'on voit apparaître dès le mois de juillet 1789 en France. Et quand on regarde les premiers volumes des Révolutions de Paris, de Loustalot, eh bien, ils sont pleins de récriminations autour de ce thème des dangers de l'aristocratie représentative. Et 2 siècles plus tard, il peut être frappant de constater que c'est toujours autour de ces mêmes 3 grands massifs
que se formulent souvent les impatiences et les attentes d'un progrès démocratique, avec des adaptations, bien sûr. La représentation des minorités visibles ou le thème de la parité ont, par exemple, pris le pas sur le projet d'une représentation de classe aujourd'hui. Mais, pour le reste, la continuité est étonnante. Seule l'idée de tirage au sort a fait une apparition originale. Mais il faut remarquer que l'idée de tirage au sort renvoie en son fond à une proposition de substitution à la sélection électorale d'une procédure estimée plus à même d'améliorer la qualité représentative des institutions. L'idée de tirage au sort, il faut en effet le souligner, n'est jamais proposée pour des fonctions exécutives. Et en Grèce, où le tirage au sort, on le sait, était beaucoup utilisé, c'était jamais utilisé pour les fonctions de stratège ou pour les fonctions financières. La raison en est simple, c'est que le tirage au sort valorise la catégorie du quelconque. Tirer au sort, c'est donc présupposer qu'il y a une indifférenciation de celui qui sera tiré au sort. Et donc, c'est la qualité du quelconque qui est l'objet et la qualité visée dans le tirage au sort, avec la dimension statistique d'échantillon que peut avoir aussi cette notion de quelconque. Et elle s'inscrit, à ce titre, dans le registre des procédures de représentation-figuration, alors que l'exercice des fonctions gouvernantes est souvent lié à la recherche de compétences, c'est-à-dire à des choix de distinction. La notion même de démocratie participative, qui elle aussi est apparue simplement dans les années 60, s'inscrit elle aussi dans ce même espace du perfectionnement-dépassement de la démocratie représentative. Dans tous ces cas de figure, c'est la qualité du rapport des représentants aux représentés qui est appréhendée comme la clé de voûte de l'idéal démocratique. À l'âge de la prédominance du pouvoir exécutif, la clé de la démocratie réside dans quelque chose de différent. C'est dans les conditions de contrôle de celui-ci par la société. Et c'est donc le rapport gouverné-gouvernant qui devient l'enjeu essentiel. Le rapport gouverné-gouvernant n'est pas du tout de même nature que le rapport représenté-représentant. L'objectif, en effet, ne peut être celui d'un impossible autogouvernement, alors que l'autolégislation peut faire sens, tant la notion de gouvernement présuppose une distinction fonctionnelle entre gouverné et gouvernant. Et si objectif démocratique il y a, c'est de maintenir cette relation dans un caractère strictement fonctionnel, en définissant les conditions d'une action gouvernementale qui la rendent appropriable par les citoyens et ne la transforment jamais dans une instance de domination. Le problème est que la seule réponse structurée qui ait actuellement été apportée à cet impératif de démocratisation du gouvernement s'est limitée à l'élection de la tête de cet exécutif. On ne peut guère en contester le principe, en tout cas ce n'est pas mon cas, et on peut aussi l'approuver franchement, ce qui est mon point de vue. Mais c'est seulement une démocratie d'autorisation qui est mise en place de la sorte, un permis de gouverner qui est accordé, ni plus ni moins. Si on peut considérer qu'à certaines conditions, l'élection est susceptible de déterminer la nature du rapport entre représentants et représentés, il n'en va pas de même, c'est un point clé, pour le rapport entre gouverné et gouvernant. La désignation d'un représentant a historiquement consisté en son principe à exprimer une identité ou à transmettre un mandat, toute chose qui pouvait être idéalement accomplie par le simple fait de l'élection. On peut dire que l'élection est susceptible d'établir le représentant dans sa qualité intrinsèque, alors que l'élection d'un gouvernant ne fait que légitimer sa position institutionnelle et ne lui confère aucune qualité. Sa performance démocratique, la performance démocratique de l'élection d'un représentant n'est donc pas comparable avec la performance démocratique de l'élection d'un gouvernant. D'où, dans ce cas, l'impérieuse nécessité de prolonger la démocratie d'autorisation
par ce que j'appelle une démocratie d'exercice. Celle-ci ayant pour objet de fixer les qualités des gouvernants et les règles qui organisent leurs relations avec les gouvernés. C'est dans l'établissement d'une telle démocratie que se joue l'essentiel. C'est en effet son défaut qui permet à l'élection de la tête de l'exécutif d'ouvrir la voie à un régime illibéral, voire même dictatorial. Notre présent est rempli d'exemples de cette nature, dont le césarisme français avait constitué au XIXe siècle la première illustration. Les pathologies meurtrières et destructrices de la démocratie avaient été, au XXe siècle, avec les totalitarismes, des pathologies de la représentation. Il s'agissait alors de pouvoirs qui prétendaient avoir dépassé les apories structurants du système représentatif et ses incomplétudes en incarnant parfaitement la société. Ils étaient des pouvoirs-sociétés, leur absolutisme étant justifié par cette adéquation. Ces anciennes pathologies peuvent toujours manifester leur existence, mais les nouvelles pathologies du XXIe siècle ont changé de nature. Elles dérivent maintenant de la restriction de la démocratie gouvernante à la simple procédure d'autorisation. Si maladie du présidentialisme il y a, c'est en ce sens. L'objet principal de ce cours va être de définir les traits de cette démocratie d'exercice. C'est de façon tâtonnante et très générale ce qui se recherche aujourd'hui dans de nombreux secteurs des sociétés civiles ou dans les mondes militants, avec la mise en place d'impératifs ou de termes qui sont devenus en quelque sorte des termes de référence, comme celui de la transparence, ou l'appel à la construction de démocratie en réseau, ou encore la référence à la notion de gouvernement ouvert, pour ne faire qu'employer quelques mots qui sont souvent sur les lèvres ou sous les plumes. Et le présent cours proposera d'ordonner ces aspirations et ces réflexions en distinguant les qualités requises des gouvernants et les règles organisatrices de la relation entre gouvernés et gouvernants. Ces règles et ces qualités formeront rassemblés les principes d'une démocratie d'exercice qui pourrait être définie comme bon gouvernement, clin d'œil que je fais avec cette expression à la dénomination classique de la fameuse fresque de Lorenzetti qui sera commentée dans le séminaire qui aura lieu à la suite de ce cours par Patrick Boucheron, qui vient de consacrer, après d'autres personnes, un ouvrage consacré aux commentaires de cette fresque qui se trouve dans le palais communal de Sienne et qui a été peinte en 1338. Ce cours explorera, dans une deuxième partie, les figures de ce bon gouvernement sous deux rubriques. La détermination des qualités personnelles d'un bon gouvernant d'abord, qualités qui ne seront pas appréhendées pour cerner les traits d'une perfection des talents et des vertus. Et là, je montrerai la très grande différence qu'il y a entre la vision des qualités des gouvernants telle qu'elle existait dans toute la littérature des miroirs des princes au Moyen-Âge, dont je parlerai un peu, mais aujourd'hui, c'est de façon beaucoup plus modeste. C'est pour considérer les qualités qui sont nécessaires à l'établissement d'une relation, une relation de confiance entre gouvernants et gouvernés. Donc, ce n'est pas des qualités intrinsèques qui sont recherchées, ce sont des qualités productrices de la qualité d'une relation. Et j'en considérerai deux à titre principal, l'intégrité et le parler vrai. Cette dernière qualité du parler vrai, et bien sûr je ferai référence à tous les travaux récents, dont ceux qui ont été prononcés au collège par Michel Foucault sur la notion de parésia, ce parler vrai incluant dans mon exposition la notion de volonté politique. Et la confiance étant, elle, considérée comme une de ces institutions invisibles dont la vitalité a pris une importance décisive à l'âge de la personnalisation des démocraties. Et je ferai rapidement une proposition de théorie générale des institutions invisibles dans la démocratie. Il y en a trois, la légitimité, la confiance et l'autorité. Appréhension ensuite des règles définissant les comportements démocratiques des gouvernants vis-à-vis des gouvernés. Et j'en mettrai trois en avant, la lisibilité, qui comporte la reddition de comptes aussi, la réactivité, terme qui traduit le moins mal la notion anglaise de responsiveness,
fait bien la différence en anglais entre responsiveness et responsibility, et la responsabilité proprement politique. Ces qualités que je qualifie de comportement dessinent les contours d'une démocratie d'appropriation. Elles permettent d'abord de permettre aux citoyens d'exercer des fonctions démocratiques qui ont longtemps été accaparées par le seul pouvoir parlementaire. Elles donnent aussi pleinement sens au fait que le pouvoir n'est pas une chose mais une relation, et que ce sont donc les caractéristiques de cette relation qui définissent la différence entre une situation de domination et celle d'une simple distinction fonctionnelle au sein de laquelle peut se développer une forme d'appropriation du pouvoir. Je ferai donc, à partir d'un commentaire de Max Weber et de toutes les théories classiques de la domination, une proposition pour une nouvelle analyse du phénomène de la domination dans les démocraties, indépendamment de la catégorisation weberienne. Construction d'une démocratie de confiance et d'une démocratie d'appropriation sont ainsi les deux clés du progrès démocratique à l'âge présidentiel gouvernant. Ces principes de bon gouvernement ne doivent d'ailleurs pas seulement s'appliquer au pouvoir exécutif dans ses différentes instances, mais ils concernent l'ensemble des institutions aussi non élues qui ont une fonction de régulation, comme les autorités indépendantes, et les diverses catégories de magistrature, qu'il s'agisse des autorités judiciaires ou des défenseurs des droits. Ce sont en effet, dans ces derniers cas, des personnes et des institutions qui exercent d'une manière ou d'une autre un commandement sur autrui. Cela implique aussi une réflexion sur l'évolution des partis politiques, car les partis politiques ont été les organisations qui ont joué un rôle majeur dans le fonctionnement du modèle parlementaire représentatif de la démocratie. Avec l'avènement du suffrage universel, masculin d'abord, ils ont contribué à mettre en forme l'expression des opinions en les canalisant. Ils ont été une instance d'organisation de ce qu'on appelait au XIXe siècle le nombre. C'était la formule qui a souvent été employée pour dire que le suffrage universel impliquait mécaniquement la mise en place d'organisations, d'interfaces, de régulation de ce nombre. Et le parti a rempli cette fonction en régulant la compétition électorale avec un travail de sélection des candidatures. Ils ont parallèlement structuré la vie parlementaire en donnant progressivement naissance à des groupes disciplinés qui, directement ou non, à travers des jeux d'alliance, permettaient de dégager des majorités. En exerçant ces deux fonctions principales, ils ont marqué une rupture avec l'ancien monde des réseaux de notabilité qui rédigeait la vie politique et parlementaire au premier âge, qui était celui du suffrage censitaire ou du suffrage à 2 degrés. Les partis ont simultanément rapidement été des organisations de masse. Au-delà de leur fonctionnalité électorale parlementaire, ils ont ainsi eu un rôle de représentation sociale. Ils ont exprimé des classes et des idéologies, c'est-à-dire des intérêts et des visions de la société et de son devenir. Avec eux, le système parlementaire représentatif a pleinement rempli sa définition. Leur dimension bureaucratique et hiérarchique a certes suscité, dès le début, de vives critiques. Et on peut dire que les premières critiques de la bureaucratisation et des effets de domination intérieure aux partis politiques ont été formulées en France dès 1848 à partir de l'analyse du fonctionnement des comités électoraux. Je rappelle que la loi elle-même prévoyait en France des comités électoraux auxquels tous les citoyens étaient invités pour déterminer les candidatures. Il y a d'ailleurs une très grande masse de documentation qui, sur ce point, n'a pas encore été véritablement travaillée. Et dès ce moment en France, les premières élections au suffrage universel, vous le savez, c'est d'avril 1848, il y a eu des dénonciations de ces comités électoraux comme des machines de confiscation de la volonté populaire. Et je ne résiste pas au fait de citer une de ses plus fameuses expressions. C'est celle qui était formulée dans le journal La démocratie du bon sens, qui écrivait « La première fois que vous exercez vos droits politiques, on vous assemble d'autorités, on vous met dans la main une liste que vous n'avez ni discutée ni même pu lire,
et l'on vous dit impérativement « jetez cela dans l'urne ». On fait de vous une machine à l'élection, je ne sais quoi de semblable au singe de la foire, dressé par des battleurs, à tirer des billets du fond d'un bonnet. C'est une expression célèbre de Lamennais et qui a été très applaudie à l'époque. Et le procès sera bien sûr instruit avec plus de rigueur et de sévérité aussi lorsque les partis se développeront véritablement à partir des années 1890. Pour le cas français, l'élection absolument qui marche un tournant majeur est l'élection de 1893, avec les ouvrages fondateurs de la science politique, comme ceux de Bryce, comme celui d'Ostrogorski sur la démocratie et les partis politiques, qui était consacré aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, et peut-être plus encore, celui qui était le plus influent et le plus lu à l'époque, c'est le livre de Roberto Michels, Les partis politiques, de 1911, qui était consacré au SPD allemand et qui était sous-titré « Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties ». Et ces travaux montreront comment renaissaient mécaniquement, avec les partis, des formes d'aristocratie dans la démocratie, d'où des sentiments, dès le début, ambivalents à leur égard. Mais malgré ces pesanteurs et les formes de domination des citoyens par des appareils qui pouvaient en résulter, certes variables selon les formations, la discipline communiste ayant été bien sûr de loin la plus rigoureuse, les partis ont cependant indéniablement donné une voix, un visage et un accès au forum public à des populations auparavant écartées de la vie politique. Ces partis ont vu cette dernière fonction représentative s'éroder puis disparaître à partir des années 1990, pour deux raisons. La première, et la plus évidente, a tenu au fait que c'est la société elle-même qui était devenue plus opaque, illisible même, à certains égards, et donc moins aisément représentable que l'était une société de classe aux contours et aux caractéristiques bien dessinées. Nous sommes en effet entrés dans un nouvel âge, celui de l'individualisme de singularité, qui est marqué par la complexification et l'hétérogénéisation du monde social, en même temps que par le fait, c'est décisif, que les individus sont autant déterminés par leur histoire personnelle que par leurs conditions sociales. Représenter la société implique en ce sens désormais de décrire les nouvelles conditions sociales à l'âge d'un capitalisme d'organisation qui a succédé au précédent capitalisme, à l'âge d'un capitalisme d'innovation, qui a succédé au précédent capitalisme d'organisation, et en même temps de rendre socialement compte des situations, des épreuves, des peurs et des attentes qui conditionnent la vie des individus. Je renvoie sur ce point aux présupposés sociologiques et méthodologiques qui ont fondé le projet Raconter la vie que j'ai lancé l'an dernier. L'invisibilité sociale tient aujourd'hui à ces deux ordres de réalité. Les anciens partis avaient une capacité représentative que l'on pourrait dire identitaire, du fait même de leur caractère de masse. Ils ne l'ont plus aujourd'hui, ne présentant plus ce dernier caractère. Mais également parce que la représentation de la société a changé de nature dans le nouveau monde social que nous ne faisons que succinctement évoquer ici. Pour restituer la vérité de celui-ci en sa complexité, elle doit avoir une dimension que j'ai appelée narrative, que les partis ne sont pas capables de prendre en charge. Du même coup, ceux-ci se sont éloignés du monde vécu et leur langage résonne désormais souvent dans le vide, saturé de catégories et d'expressions abstraites qui n'évoquent plus ce que vivent sensiblement les gens. Les racines de la malreprésentation sont maintenant bien appréhendées. Et j'ai moi-même publié plusieurs ouvrages consacrés à cette question avec Le peuple introuvable et l'ouvrage sur la question syndicale notamment. Mais un autre facteur, moins aperçu et plus important pour le propos de ce cours, a aussi puissamment contribué au déclin des partis. C'est leur glissement du côté de la fonction gouvernante. Ils ne se conçoivent plus comme des interfaces, des intermédiaires entre la société et les institutions politiques. D'abord parce que les parlements ne sont plus eux-mêmes des instances représentatives, ni le moteur de l'initiative et de l'élaboration des lois. Cette dernière tâche étant dorénavant, pour l'essentiel, l'apanage des exécutifs. La fonction principale des parlements, dans leur expression majoritaire,
est aujourd'hui de soutenir les gouvernements ou de les critiquer en attendant d'occuper leur place pour les groupes d'opposition qui sont constitués en leur sein. Et on voit bien sur ce point qu'il y a véritablement, de même que si la présidentialisation au sens de l'élection de l'exécutif au suffrage universel est relativement limitée en Europe alors qu'elle s'est étendue dans le reste du monde, les phénomènes de personnalisation et ce phénomène de transformation de la fonction du Parlement est très notable, et notamment les pays d'ancienne monarchie sont peut-être en Europe les pays dans lesquels le Parlement a le plus évolué dans cette direction-là. Et on peut dire en conséquence que les partis sont devenus des auxiliaires de l'activité du pouvoir exécutif. Ce sont eux qui mènent le combat pour assurer une légitimation ou une illégitimation continue au pouvoir, préparer sa défaite aux prochaines élections en faisant la preuve du caractère néfaste d'une politique, ou au contraire, soutenir pour une réélection. Il repose en fait plus sur le fait qu'ils défendent les raisons du gouvernement aux citoyens, plus qu'ils ne représentent ces derniers auprès du premier. Les députés, s'ils sont toujours élus dans leur circonscription, ne sont plus que marginalement les représentants de celle-ci. Ils sont de fait d'abord délégués à des tâches purement politiques. Et sur ce point, on retrouve d'une certaine façon toute la vision que l'on pouvait appeler organique de la représentation, telle qu'elle avait été formulée pendant la Révolution française et telle qu'elle a été reprise dans toute la théorie allemande de la représentation et détaillée par Karin Malberg. Quand Karin Malberg disait que les représentants sont les organes de la nation, il voulait dire qu'au-delà, le problème n'était pas celui d'une représentation-figuration, mais qu'il était celui d'une fonction représentative. Et cette fonctionnalité représentative était plus importante, pourrait-on dire, que la vision de la représentation-figuration. Et aujourd'hui, on retrouve cette idée de fonctionnalité représentative, mais cette fonctionnalité, elle est celle, justement, de l'auxiliarité du gouvernement, et non pas, évidemment, d'être l'organe de la nation. Mais c'est à nouveau une représentation organe, pour reprendre cette notion du droit allemand qui a ensuite été adoptée partout. On peut donc dire qu'au-delà des effets de désociologisation et de bureaucratisation des structures partidaires, c'est ce glissement vers l'exécutif qui explique le fait que les responsables politiques se soient de plus en plus coupés de la société et professionnalisés, devenant de purs hommes et femmes d'appareil. Leur réalité est en effet devenue celle de l'intérieur du monde politique, de la vie des courants, des congrès, des batailles d'appareils qui régissent les rapports de force dont seront issus les gouvernants. L'activité des partis s'est du même coup réduite à la gestion des échéances électorales, l'élection présidentielle, là où elle existe, constituant l'enjeu majeur, en commandant tout le reste de la vie politique. Les partis dont le nombre d'adhérents ordinaire, il faut entendre par là les adhérents de conviction, que l'on peut opposer aux adhérents qui participent directement ou indirectement au système politique, s'est révélé presque partout en chute libre, à cause de leur repli sur une fonction gouvernante auxiliaire. Ils ne se soucient désormais plus de faire retour vers eux, ces adhérents, que dans une perspective utilitariste des primaires quand elles existent, car dans ce cas, leur contrôle est un élément de capital politique décisif. Par quelque biais que l'on considère la fonction démocratique des partis, la conclusion est qu'ils sont désormais cantonnés aux fonctions et au fonctionnement de la seule démocratie d'autorisation. La fonction représentative ayant été abandonnée par les partis, c'est donc cette simple fonction représentative d'autres canaux qui doivent lui donner vie. Ils seront nécessairement multiples, qu'il s'agisse de développer des formes de représentation narrative ou de représenter des problèmes de société par l'intermédiaire d'associations qui œuvrent dans différents domaines de la vie sociale et culturelle. Il y a là une tâche d'importance à accomplir pour sortir du sentiment de mal-représentation qui continue à ronger les démocraties et les rend sensibles aux sirènes du populisme. Mais l'objet de ce présent cours est ailleurs. Il est d'explorer les conditions d'animation d'une démocratie d'exercice dont la vitalité est encore plus essentielle pour conjurer les dérives du présidentialisme. Il existe déjà
de nouvelles formes d'organisation citoyenne qui œuvrent dans cette direction. Que l'on songe, pour ne prendre qu'un exemple, j'étais un des fondateurs de cette organisation il y a 20 ans, de Transparency International, dans ses diverses déclinaisons nationales, ou tout ce qu'on a appelé, dans le terme générique, à toute une littérature sociologique sur le sujet et politique, les Good Government Organizations, qui œuvrent désormais sur les 5 continents pour contraindre les pouvoirs à rendre des comptes, à parler vrai, à écouter les citoyens, à se comporter de façon plus responsable, à lever le voile d'opacité derrière lequel ils se dissimulent. Quantité d'organisations sont maintenant dédiées à ces questions-là. Dans la contre-démocratie, j'avais déjà commencé à explorer les figures de ce nouveau continent de l'activité citoyenne. Mais je ne l'avais alors appréhendé qu'à travers le prisme de l'organisation positive de la défiance, autour de laquelle se structurent les figures que j'ai appelées d'un peuple vigilant, d'un peuple veto et d'un peuple juge. Ce sont des fonctions démocratiques qui avaient été là construites. Et le présent travail va partir des qualités démocratiques à faire vivre, à faire développer. Il proposera de donner un cadre intellectuel différent, complémentaire du premier, pour comprendre tout un ensemble d'expérimentations citoyennes pour les ordonner et les renforcer en reconnaissant leur centralité démocratique. Parallèlement, bien sûr, ce n'est pas simplement des organisations citoyennes, mais aussi parfois des autorités publiques indépendantes qui ont été mises sur pied pour contribuer, par exemple, à une meilleure lisibilité du fonctionnement de certaines institutions. Je peux penser à l'expérience qui commence en France de la Haute Autorité des comptes de la Nation, ou encore à jouer un rôle de contrôle. On peut penser au succès considérable qu'a eu après tout juste 1 an d'existence, toujours pour prendre un exemple français, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces autorités et ces organisations citoyennes seront la clé de la vitalité démocratique du XXIe siècle, comme les partis l'avaient été au moment de la diffusion du suffrage universel, mais avec moins de risques d'effets pervers, du fait de ces grands nombres d'organisations, qui sont peu susceptibles donc de se constituer en monopole. Et on peut se souvenir là que cette critique des effets de l'oligarchie et de domination des partis avait été justement analysée par Ostrogorski à partir d'une critique de la forme monopole. Et Ostrogorski en concluait que l'avenir de la politique était de créer ce qu'il appelait des partis omnibus, c'est-à-dire en quelque sorte des organisations fonctionnellement spécialisées dans différentes fonctions démocratiques. D'une certaine façon, c'est ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Il y a moins de risques pervers aussi parce que l'indépendance de ces organisations fait qu'elles ne donnent pas accès à des positions de pouvoir. Et donc, contrairement à la tendance naturelle des partis, elles ne peuvent, elles, pas être structurellement le vecteur de la constitution de nouvelles oligarchies. Soulignons également le rôle que peut être amenée à jouer une presse actrice de cette démocratie d'exercice. Toute réflexion sur la démocratie a toujours été aussi une réflexion sur la presse. Je rappellerai que pendant la Révolution française, c'était absolument essentiel. Au moment du progressisme américain, c'était décisif. Au moment de la critique du césarisme pendant le Second Empire également. Et je crois que nous sommes à nouveau dans une étape où il doit y avoir une réflexion sur ce que signifie une presse démocratique. Je parlerai un petit peu de ça dans un des cours qui viendra. La réalisation des figures différentes de cette démocratie d'exercice, elle dessine aussi un horizon de revendication et d'action, là même où les citoyens sont encore empêchés de se rendre aux urnes. C'est de façon patente ce qui se passe en Chine. Les citoyens s'immobilisent contre la corruption, l'indifférence du pouvoir, l'opacité de certaines politiques, l'irresponsabilité des dirigeants et demandent à ce que les autorités rendent des comptes. Là donc, où les régimes ne sont pas encore démocratiques au sens doté et reconnaissant le suffrage universel, les citoyens se battent pour que les gouvernements présentent certaines qualités démocratiques. Et on voit dans ce cas, dans le cas chinois, c'est très bien documenté, que la conquête d'éléments constitutifs d'une telle démocratie d'exercice peut procéder, et peut précéder plutôt, la mise en place d'une démocratie électorale. Historiquement, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les vieilles démocraties en Europe notamment.
En Europe, ce sont ces formes de bon gouvernement qui ont précédé la mise en place des démocraties électorales. Si on regarde toute la réflexion politique du XVIIIe siècle, pour ne prendre que celle-là, dans tous les pays européens, c'est une réflexion sur les conditions du gouvernement et pas une condition sur les conditions de l'autorisation, que l'on dirait démocratique. Alors qu'aujourd'hui, bien des nouvelles démocraties, avec le suffrage universel et l'élection de la tête de l'exécutif au suffrage universel, sont restées, dans bien des cas, des démocraties d'autorisation aux accents illibéraux, populistes, voire même franchement totalitaires. Regardons par exemple les cas de la Biélorussie et du Kazakhstan. La seule démocratie d'autorisation reste ainsi fragile, manipulable, susceptible d'être pervertie dans un horizon présidentialiste, sous-tendu qu'elle est par une logique de la personnalisation et une dynamique de la polarisation. Alors que par son caractère décentralisé et multiforme, la démocratie d'exercice est beaucoup moins susceptible d'être corrompue au sens que Montesquieu donnait à ce terme. C'est pourquoi on peut considérer aujourd'hui qu'elle incarne le vrai visage positif de l'universalisme démocratique. L'universalisme démocratique le plus profond n'est pas celui du suffrage, l'universalisme le plus profond est celui de la démocratie d'exercice. Ce travail que je vais présenter dans les séances qui viennent va donc clore un cycle de 4 ouvrages consacrés aux mutations de la démocratie contemporaine et qui appréhendait la démocratie comme étant structurée par 4 dimensions. La démocratie, elle est à la fois une forme de société, un mode de constitution et d'existence d'une communauté politique, un régime politique et un gouvernement. Forme de société, c'est définir la démocratie comme ce que j'appelais la société des égaux. Et la démocratie comme forme d'émancipation, l'émancipation étant définie à la fois comme la possibilité d'exister comme individu et de vivre en égaux. Donc chaque définition de la démocratie emporte avec elle une définition de l'émancipation, et au contraire une définition négative de ce que serait la domination. La domination, dans le cadre de la démocratie, forme de société, c'est l'enfermement dans une condition, l'enfermement dans un statut d'infériorité, le fait d'être prisonnier de sa condition. Et on sait bien que cette définition a été celle qui était première dans la Révolution française et américaine. La démocratie, en second lieu, c'est un mode de constitution et d'existence d'une communauté politique. Et là, la domination va se définir comme hétéronomie, monde constitué d'en haut, le royaume ou le roi, monde constitué par des hommes ou des dieux. Et l'émancipation, au contraire, va se définir comme le corps souverain de citoyens fondant la politique. C'est un corps permanent, c'est un corps en même temps qui doit être constamment défini. Il est à construire, il n'est jamais donné. C'est ce que le travail que j'essayais d'éclaircir dans l'ouvrage Le peuple introuvable et dans la contre-démocratie. En troisième lieu, la démocratie est un régime politique, c'est-à-dire un ensemble d'institutions et de modes d'organisation de la volonté générale. Et là, la forme de domination contraire à la démocratie, c'est évidemment tout ce qui relève de la soumission à un pouvoir personnel, à un pouvoir arbitraire, à un pouvoir confisqué. On peut dire d'une certaine façon que la corruption de la démocratie en tant que régime se définit lorsque les termes du public deviennent privatisés d'une manière ou d'une autre. La corruption, par exemple, c'est une privatisation du monde public. Alors que l'émancipation se définit par des expressions, par des institutions, expression de la généralité sociale. C'est cela la définition de la démocratie. Les institutions doivent exprimer la généralité sociale. Et l'expression de la généralité sociale n'est pas simplement, bien sûr, le fait des institutions majoritaires, mais de ce que j'ai appelé les institutions d'impartialité ou les institutions de réflexivité. Et la quatrième dimension de la démocratie, et j'ai illustré cette définition de la démocratie comme régime de la généralité dans mon ouvrage sur la légitimité démocratique. Et la démocratie, elle est aussi justement un gouvernement, c'est-à-dire une relation active entre gouverné et gouvernant, dont on a perçu l'importance
qu'au moment, je dirais, de l'explosion du pouvoir exécutif, mais qui, je le rappellerai, a été le cœur de la réflexion traditionnelle sur la politique auparavant, au Moyen Âge et dans l'Antiquité. Donc ce travail va clore une série de travaux sur les mutations de la démocratie, appréhendées à partir des 4 grandes figures que revêt la démocratie, mais que revêt en général toute forme politique. Une forme politique, elle est forme de société, elle est constitution d'une communauté, elle est régime et elle est gouvernement. Comme d'habitude, il est juste l'heure. Je m'interromps pendant 2-3 minutes et nous reprendrons dans 3 minutes.